On dit oui, ils font rien que ça, partager mettre en doute la validité du processus électoral et ils reprennent mot pour mot les propos de M. Trump, comme quoi l'élection est en train de lui être volée. Il y a plein de nouvelles, entre guillemets, là, sur des fraudes alléguées dans plusieurs États au Michigan, entre autres. Et puis, ben, c'est ça, et ils connaissent une hausse de leur achalandage assez incroyable. Enfin, un de ces réseaux sociaux alternatifs-là, qui s'appelle Gab, prétend avoir connu une hausse de combien? Il faudrait que j'aille voir. Mais c'est assez considérable là, depuis le dernier mois. Là, c'est autour d'à peu près 50% d'augmentation. Il faudrait que je retrouve le tweet, leur publication qu'ils ont mise en ligne un peu plus tôt aujourd'hui, mais ça n'arrête pas. Là, Puis des fois, ça peut être assez violent. Là. Le fondateur de Gab a appelé quand il appelait, il appelait ça un coup d'État aussi. Voilà, c'est comme ça que c'est interprété par les partisans de Donald Trump qui sont actifs sur ces réseaux sociaux-là. Alors, c'est ça, c'est assez particulier, si on veut, ce qu'on peut lire là-dessus. On parle de réseaux sociaux alternatifs. Alors, de quoi on parle au juste? Tout le monde connaît les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tout ça. Alors, ces plateformes ont commencé, YouTube aussi, là, qui appartient à Google, ont commencé à prendre leurs responsabilités. Hein? C'est des entreprises privées. Alors, quand on les utilise, on n'est pas chez nous, on est chez eux. Alors, c'est eux qui définissent les règles de ce qui est acceptable de diffuser comme information. Alors, quand il y a des gens qui font de la désinformation, ils laissent ça aller depuis plusieurs années, mais plus récemment, ces plateformes-là ont choisi de ne plus permettre des sites, des groupes, des pages qui font de la désinformation ou qui relaient des théories du complot qui sont manifestement fausses et farfelues. Alors, et là, ben voilà, c'est pour ces groupes-là, ces gestes-là, ces fermetures-là de la part des grandes plateformes, c'est vu comme de la censure et ils se rabattent sur d'autres réseaux sociaux où ces discours-là peuvent, on donne libre cours à ces discours-là. Quand quand Facebook a annoncé qu'il fermait une série de pages associées au mouvement QAnon, ben voilà, Gab a dit venez chez nous, venez, nous on va vous accueillir, on est le réseau de la liberté d'expression sans aucune limite. Je préfère parler de limite que de censure, plutôt que de censure. Ben voilà, plein de gens là, associés au mouvement Q qui ont investi cette plateforme-là et puis voilà, ils connaissent un taux de croissance assez considérable depuis les derniers mois. Alors, ils ont pour nom Gab, c'en est un. Il y en a un autre qui s'appelle Parler, ça s'écrit comme le verbe français parler. Minds, en vidéo, il y a Odyssée, qui utilise Alexis Cossette-Trudel. Alors, c'est pas que ce soit M. Biden ou M. Trump qui va être le prochain président, on ne le sait pas encore au moment où on se parle, mais ces réseaux-là vont continuer d'exister. Je veux dire, il y a une parole qui s'est libérée, puis pouf, je vois pas comment ça va s'arrêter. Ben l'impact que ça a, c'est que les gens qui voient ça pensent que c'est vrai. Si c'est écrit quelque part, si c'est écrit dans le journal, et le journal d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est nos téléphones, c'est nos devices, c'est nos ordinateurs. Ben, ça doit être vrai. Voilà, ce qui fait que des gens embarquent là-dedans, ils croient. C'est plausible. Quand tu regardes ça pour la première fois, tu te dis, ah, oh, il y a des captures d'écran. À un moment donné, des éléments des informations que j'ai vu récemment, c'était qu'à un moment donné, le nombre de votes pour Biden a connu un sursaut d'à peu près 130 000 votes d'un coup sec, alors que le nombre de votes exprimés pour M. Trump au Michigan, lui, n'avait pas bougé. Alors, d'un coup sec, 138 000 votes apparaissent comme ça tout d'un coup. Quand tu regardes ça comme ça à sa face même, ça a l'air bizarre. Mais voilà, il faut continuer à faire ces recherches pour vrai, trouver des sites qui ont posé des questions à la commission électorale du Michigan et c'est pas de leur côté qu'il y a eu une erreur, c'est dans un espèce de service relais, je me souviens plus de son nom, mais qui ramasse des données pour
plusieurs réseaux de télévision il y avait une erreur de tabulation. Et puis, ils ont juste fait une mise à jour à un moment donné, puis pouf, il y a eu 138 000 voix qui sont des voix légitimes pour M. Biden, qui n'avaient pas été comptées ou qui n'étaient pas affichées jusqu'à maintenant, mais voilà, qui se sont trouvées affichées. Alors, ça, il y a toujours une explication logique quelque part. Oui, il faut faire plus d'efforts pour trouver l'information. Je pense que ça prend de l'éducation. On parle beaucoup d'éducation aux médias. Moi, je préfère parler d'éducation à l'information. Parce que c'est ça, l'information aujourd'hui ne nous arrive plus seulement qu'à travers des médias traditionnels, mais à travers tous les outils qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Et comment faire cette éducation-là? Quel est le principe général? Ben, c'est ça, il faut remonter à la source pour trouver l'origine d'une information. On n'a pas le temps, c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça. Et c'est pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que c'est exactement la même démarche que ce que les complotistes invitent leurs followers à faire. Faites vos recherches. Une fois qu'on fait nos recherches et qu'on trouve l'information, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut se questionner, est-ce que cette information-là que je trouve est-elle valide? Est-elle valable? Donc, la validité, l'authenticité de l'information qu'on trouve, ça aussi, qu'il faut questionner, c'est la valeur des sources sur lesquelles on tombe. Et puis voilà, les complotistes peut-être sautent peut-être trop rapidement aux conclusions après avoir fait un peu de recherche. QAnon est perçu comme étant la voie à suivre. Ah, tout ça aussi. Et pourquoi les gens vont là-dessus? Pourquoi les gens y croient? Il y a beaucoup de méfiance envers les institutions en général. Et les médias font partie de ces institutions-là dont on se méfie. Alors, je veux dire, je vais revenir à QAnon, ça sera pas long, mais avant, il faut vraiment expliquer que ce courant-là, donc, il y a un fond qui est pour moi, qui est légitime. Euh, Historiquement, le travail des médias n'a pas été parfait. Historiquement, il y a plein de chercheurs qui ont remis en doute les mécanismes de production de l'information dans les médias. On pense à Noam Chomsky, par exemple. Alors, de douter, c'est correct. Mais donc, c'est ça. Le point de départ est bon pour la plupart des gens qui croient dans ces mouvements-là, mais ensuite, c'est le cheminement, ensuite, c'est le raisonnement qui est fait par la suite qui le dérape complètement, là, malheureusement. Et donc, QAnon est vu comme étant l'espèce ouais, le personnage ou la nébuleuse euh, qui s'oppose à ces élites-là dont on se méfie. Euh, et QAnon, donc plein de... Je ne sais même pas si c'est une personne, on pense que c'est une personne, mais enfin, il y a plein de followers de QAnon, plein de personnes qui croient en Q, qui interviennent sur ces réseaux sociaux alternatifs-là. Et là, donc, les discours de Q, les Q-drops qu'il fait, tous les liens étranges qu'il fait entre et donc les prétentions que les États-Unis puis l'Occident est dirigé par une élite qui est sataniste, qui est pédophile. Voilà, on voit ça, là, les gens mordent à cette espèce d'hameçon-là sur ces réseaux sociaux alternatifs. Oui, oui. Puis c'est pour ça que moi, il y a plusieurs informations, justement, à leur face même. On peut penser, ça a l'air légitime, ça a l'air vrai. On pose de vraies questions sur la légitimité du vote. Mais ça, il faut laisser le temps de les examiner. Puis il y a des journalistes, il y a des vérificateurs de faits qui font ce travail-là. Et jusqu'à maintenant, toutes ces théories du complot, toutes ces fausses informations comme quoi le vote avait été est frauduleux aux États-Unis, toutes les ballons se sont dégonflées là, jusqu'à maintenant. Alors, mais bon, c'est ça. Je pense que c'est important d'aller quand même voir ce qui se passe sur ces réseaux sociaux alternatifs-là. C'est un exercice que je fais faire aux étudiants en journalisme en première année, en deuxième année. Je les invite à aller voir justement, à trouver des nouvelles, à même rencontrer des gens qui partagent des théories du complot, de fausses nouvelles, de fausses informations, dans un but de
compréhension, de tendre la main à ces gens, à ces personnes-là, essayer de comprendre comment ça se fait qu'on se méfie autant du travail journalistique, parce que c'est ça le gros problème, là, qui est pas fini, qui est pas résolu, là. Moi, moi, j'enseigne le journalisme. C'est important pour moi, l'information, une information de qualité, qui est malmenée aussi par ailleurs, par les autres, par les plateformes comme Twitter, Facebook, entre autres, qui font de l'argent énormément grâce à de l'information, mais qui retournent très peu en retour. Euh, et moi, je vois un parallèle même entre l'appauvrissement au sens financier du terme des médias d'information et la croissance des fausses nouvelles. Je pense que si, c'est mon hypothèse, si les médias traditionnels étaient mieux financés, si on avait plus de moyens pour payer des journalistes professionnels qui vont recueillir l'information, qui vont la vérifier pour vrai, qui font vraiment un travail pour le public, dans l'intérêt public, mais on n'aurait pas cette, cette montée de la désinformation-là. Oui, ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. On en parle beaucoup de la désinformation, des mouvements complotistes, mais est-ce qu'ils ont une réelle prise auprès de la population? C'est un peu difficile à mesurer. Alors, une chose que j'ai faite pour toutes sortes de raisons, je m'intéresse encore une fois à la diffusion de l'information dans les réseaux sociaux, donc dans Facebook. Alors, j'allais ramasser tous les posts Facebook qui avaient été publiés par des pages qui sont administrées au Canada depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2020. Alors, j'ai ramassé à peu près donc 1 million de posts. Okay? Et là, je suis allé voir qui a publié ça. C'était classé aussi, c'était les posts les plus populaires, c'est les posts qui avaient généré le plus d'interactions donc dans Facebook, hein, les likes, les partages, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte en faisant la liste des pages les plus populaires qui avaient généré le plus d'interactions que les mouvements de droite, les mouvements de désinformation. Radio-Québec, qui avait sa page Facebook aussi, et fait partie des pages que j'ai ramassées. Même si quand on restreint l'analyse du nombre d'interactions qu'elle a suscité Radio-Québec sur l'année 2020, là, au moment de son apparition jusqu'au moment où Facebook l'a débranché, ben ça génère ça a généré vraiment très peu d'interactions. Ce qui fait plus cliquer les Québécois sur les francophones canadiens, en tout cas sur Facebook, c'est des pages de contenu viral, des pages de contenu du contenu feel good, du contenu, comment on pourrait appeler ça? Donc, tu sais, des pages avec des photos, bonne journée tout le monde, blablabla. Tu sais, l'espèce de ce genre de contenu totalement insignifiant, c'est ça sur lesquels les gens carburent. Puis il y a de l'information, la place de l'information légitime, si tu veux, des pages comme TVA Nouvelles, Radio-Canada Information, Le Devoir, suscitent pas mal plus d'interactions que Radio-Québec d'Alexis Cossette-Trudel dans Facebook, en tout cas. Alors, le seul parallèle que je pourrais faire entre ces mouvements-là et d'autres pages, il y a beaucoup de pages de religieuses, des pages évangéliques qui sont très populaires aussi. Et dans les mouvements sociaux, dans les réseaux sociaux alternatifs, comme Gab, il y a beaucoup, on voit ça aussi régulièrement, on en appelle à Dieu, on dit que que Donald Trump soit réélu, c'est la volonté de Dieu, là, tu vois. Donc, il y a peut-être un lien entre les mouvements religieux et ces réseaux sociaux alternatifs, ou en tout cas ce mouvement complotiste, ce mouvement QAnon. Le fondateur de Gab lui-même, dans son nom, dans son pseudo, c'est Alex Torba, puis il y a une icône d'une croix, là, donc une croix chrétienne. Alors, il faudrait analyser ça davantage, mais moi, je vois un certain lien entre les deux. En 2021, quel que soit le président américain là, qui va arriver en poste en janvier, que ce soit M. Biden, que ce soit M. Trump, cette parole-là va continuer. Si M. Trump est battu, là, ben, c'est ça, je pense que ça va devenir le lieu de la résistance, entre guillemets. Et puis,
Ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles c'est intéressant de monitorer, d'examiner ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se discute dans ces réseaux-là. Parce qu'il y a déjà quelques semaines, une théorie que je voyais, ou en tout cas une opinion que je voyais circuler, c'était, euh, déjà on voyait venir, on voit venir que ces complotistes-là se méfient maintenant de Fox News, qui était pourtant le porte-voix officiel presque de M. Trump. Donc on se méfie de Fox News, on les associe à des traîtres maintenant. On associe évidemment plusieurs républicains à des traîtres. Et puis là, il y a une idée qui a émergé, les gens disent qu'il faudrait créer un autre parti, un parti qui serait exclusivement au service de M. Trump. Donc le Trumpisme risque de survivre à la défaite, si défaite il y a, là, de M. Trump. Et ça va se passer beaucoup, je pense, sur ces réseaux sociaux alternatifs-là.